pleine mutation à bien des égards en Europe. Et l'activité gazière est la première concernée, voire impactée par ces mutations. Et nous allons justement en parler ensemble. Sur le sujet à la fois des impacts de ces mutations européennes quand il s'agit d'envisager de nouveaux investissements et également quand il s'agit d'appréhender des réglementations qui sont en discussion à l'échelle européenne pour l'ensemble des enjeux énergétiques et en particulier pour le gaz également. Et M. Brottes évoquait en quelques mots rapidement, il faisait allusion aux préoccupations, on va dire, concernant l'Est européen vis-à-vis du grand voisin russe. C'est vrai que c'est un sujet qui traverse beaucoup de sujets, mais qui concerne évidemment le gaz. Donc merci beaucoup de votre présence. Peut-être nous pourrions commencer par vous, Jean-Marc Leroy. Si vous voulez bien ouvrir cette table ronde. Vous êtes donc Managing Director, pour parler anglais, for Gas Chain de Engie, mais président du conseil de surveillance, c'est ça en traduction, Supervisory Board de GRDF, c'est bien ça? Du board. Et puis, évidemment, c'est à ce titre-là que vous vous exprimez, président de Gas Infrastructure Europe, GIE, et je crois aussi, à ce titre, membre du board de Global Gas Center, donc le Centre mondial du gaz. Merci de nous faire peut-être un panorama en quelques minutes. Chacun peut avoir 7-8 minutes avant de dialoguer ensemble sur notamment l'enjeu de l'organisation future du marché européen. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on cherche à corriger dans ce domaine et quels sont les scénarios que vous envisagez, que vous privilégiez? Alors, qu'est-ce qu'on cherche à corriger? D'abord, avant de voir ça, je pense que ce que l'on peut dire, c'est que cette étude, on va parler de Covadis, qui est la grande étude lancée par la Commission, est une excellente nouvelle pour les gaziers. Pourquoi? Parce que ça montre tout simplement que la Commission, très activement, réfléchit à la place du gaz dans le mix énergétique. Ça a été dit tout à l'heure, on l'a parfaitement illustré dans la table ronde précédente. On voit bien les synergies importantes. On sait tous qu'il y a au sein de la Commission un courant de pensée qui est plutôt orienté vers le tout électrique, qui est une solution qui n'est à la fois ni économiquement, j'allais dire, ni technologiquement soutenable. Donc c'est important d'avoir cette étude et de pouvoir orienter cette étude sur la place du gaz dans le mixte. Le deuxième élément qui me paraît fondamental, c'est prendre en compte tous les progrès de l'industrie qui ont été faits avec l'aide de tous les acteurs, que ce soit les clients, que ce soit les suppliers, que ce soit les infrastructeurs. Un certain nombre de choses ont été faites, notamment grâce à l'implémentation des Network Codes. Les États membres ont pris leur part également, les régulateurs ont pris leur part, et je crois que des progrès extrêmement substantiels ont été faits ces dernières années. Et sur cette étude Covadis, je pense qu'il est aussi important, permettez-moi de prendre cette image un peu triviale, mais quand on donne des médicaments à un malade, il est préférable de savoir d'abord de quoi il souffre. Donc je pense que la partie diagnostique est importante, surtout quand on n'est pas bien sûr que la personne soit vraiment malade. Donc je pense qu'il est fondamental d'abord d'avoir un vrai diagnostic sur la situation existante en Europe et ce que l'on veut corriger. Alors on parle effectivement d'améliorer le social welfare, le bien-être social. Personne ne peut être contre cette amélioration, mais en quoi ça consiste? Est-ce qu'on parle de prix? Est-ce qu'on parle de sécurité d'approvisionnement? Est-ce qu'on parle de marché de capacité, comme ça a été évoqué tout à l'heure? De quoi parle-t-on finalement? Et je pense que cette démarche-là nécessite d'être encore clarifiée. Alors, pour répondre à la question des 4 scénarios, très rapidement, la Commission aujourd'hui travaille sur un certain nombre de scénarios très contrastés. Le premier scénario, c'est ce qu'on va appeler la réforme des tarifs. Dans ce cadre-là, on supprime tous les tarifs aux frontières en Europe, on met à zéro les tarifs de stockage et on implémente simplement un tarif entrée-sortie aux frontières de l'Union. Ça, c'est le premier grand scénario qui est travaillé aujourd'hui par la Commission. Deuxième scénario est une espèce de fusion volontariste entre des zones géographiques. Et les 4 zones qui ont été identifiées sont d'une part les pays baltes, d'autre part l'Europe du Nord-Ouest
de la Belgique, j'allais dire, à l'Allemagne, donc excluant la Pologne et la France pour l'instant. Troisième zone, c'est une fusion entre la Roumanie et la Bulgarie. Et la quatrième, c'est une fusion de zones entre le Portugal et l'Espagne, donc la péninsule ibérique. Ça, c'est le deuxième scénario qui est travaillé. Troisième scénario, là, on est sur une hypothèse de fusion conditionnelle de zones. C'est-à-dire que l'on identifie une zone où il y a un hub très liquide et une autre avec un hub moins liquide, et on les fusionne tant qu'il y a de la capacité de transport disponible. Pardonnez-moi, c'est un peu technique, mais c'est vraiment les scénarios dans lesquels on essaye de rentrer avec la Commission. Par contre, on garde les zones d'équilibrage. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on connaît un petit peu en France, puisqu'on a eu des schémas à peu près identiques dans le passé entre les différents transporteurs français. Donc, ce troisième scénario, c'est la fusion de zones conditionnelles. Zone commune. Les zones sont communes, mais avec des équilibrages distincts, tant que les capacités de transport sont disponibles. S'il y a une congestion sur les capacités de transport, là, on gère les choses de façon différente. Quatrième scénario, ce sont l'hypothèse d'avoir des contrats gaziers qui soient livrés aux bornes de l'Union. À l'heure actuelle, les contrats gaziers sont gérés par chaque fournisseur dans ses conditions propres, avec des points de livraison qui se trouvent à l'intérieur de l'Europe. Là, les points de livraison seraient systématiquement aux bornes de l'Union. Voilà. Avec une question pendante qui est qu'est-ce qu'il advient des contrats existants, question qui fait partie sans doute du travail à faire sur les scénarios. Donc vous le voyez, on est sur des scénarios très tranchés qui vont forcément appeler dans le futur un certain nombre de variantes. Alors futur, à quel horizon ? On travaille, ça sera un des objets du prochain Forum de Madrid, les 19 et 20 octobre prochains. Bon, et la Commission, je pense, essaye d'avoir une clarification de ce target model pour le courant 2018. Ah oui, donc c'est un horizon proche. Oui, et de manière à définir une cible, ce qui est souhaitable à tous les acteurs, et à définir le terrain de jeu pour tous les acteurs. Très rapidement, qu'est-ce que les infrastructeurs européens visent comme objectif ? D'abord, le premier objectif, il est assez simple, c'est de ne pas détruire ce qui fonctionne déjà. Je vais prendre simplement un exemple qui est une question, qui est de dire si on a des livraisons aux points frontières de l'Europe, ça veut dire qu'on va avoir des hubs qui vont se développer à chacun de ces points frontières assez naturellement. Quel va être l'impact sur la liquidité des hubs existants à l'intérieur de l'Europe ? Est-ce que ça ne va pas se faire au détriment de la flexibilité? Et les enjeux de flexibilité, ça a été rappelé aussi au niveau des consommateurs, c'est un enjeu important. J'ai d'autres exemples, mais on y reviendra dans le débat si vous le souhaitez. Deuxième chose, c'est de privilégier des solutions simples et lisibles. On a une certaine crainte au niveau des opérateurs, notamment des opérateurs de transport européens, que le système qui consiste à avoir des coûts nuls à l'intérieur de l'Europe, une espèce de plaque bleue, pour comparer à la plaque de cuivre, conduise à des systèmes redistributifs extrêmement complexes. Et qui dit complexe, dit opaque. Et qui dit opaque, dit une difficulté, effectivement, pour chacun des acteurs à se positionner et à faire des choix économiques qui soient pertinents. Ça peut d'ailleurs aussi avoir un impact sur les conditions concurrentielles, notamment entre industries. Bon, par ailleurs, ça suppose d'avoir une harmonisation des lois et des règlements qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre, parce qu'il faut que les 27, après le Brexit, s'entendent pour avoir des règles communes à la maille de l'Europe, ce qui va être extrêmement compliqué. Dans ce domaine comme dans d'autres. Dans ce domaine comme dans d'autres, bon, même si ça a quelques aspects vertueux. Bon, le troisième enjeu, c'est clairement, il faut que ce market design soit adapté aux enjeux de la transition énergétique. On vient d'en parler également de manière extrêmement forte. Il faut effectivement que ça favorise un mixte équilibré entre les énergies et que ça permette de développer cette vision holistique qu'on a vu apparaître entre les deux orateurs précédents, qui combinent et cherchent des optimums dans l'intérêt du consommateur entre l'électricité et le gaz. Chacun a ses avantages. Si on les traite en silo, bien sûr, on va avoir une somme des optimums locaux qui ne sera pas l'optimum global. Et on voit déjà apparaître ces enjeux-là au niveau européen. Et puis, bien sûr, être capable d'intégrer les innovations, mais intégrer aussi des solutions innovantes
et parmi lesquels je voudrais citer les gaz verts, le biométhane notamment. Donc favoriser le développement de nouvelles sources de production adaptées au territoire, telles que le biométhane. Voilà les principaux axes que nous recherchons au niveau du GIE. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. On va en débattre d'ailleurs dans la deuxième partie. Merci beaucoup. Peut-être à vous, Beate Rabe. Merci beaucoup d'être présente ici. Vous êtes secrétaire générale d'une grande structure qui réunit les acteurs européens du gaz. Quel est votre point de vue dans ce moment de grande mutation ? Certains sont préoccupés, d'autres optimistes. Est-ce que vers où vous balancez l'optimisme ou pas? Je vois un document du Parlement européen, Bureau d'information de France, qui transmettait en septembre un certain nombre d'éléments d'information, avec un premier paragraphe: les pays voisins devraient gérer ensemble les crises relatives au gaz. Gérer ensemble. Les crises, il y en a quand même quelques-unes. Comment appréhendez-vous cette gestion commune ? Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. J'aimerais un peu aborder les atouts et les défis du gaz en Europe. Et je vais revenir à votre question. Tout d'abord, quels sont les atouts du gaz? On a beaucoup achevé au niveau européen. Donc, on a fait des grands progrès en ce qui concerne les codes de réseau. On est en train de transposer ces codes de réseau. Donc, ça veut dire que il sera plus facile pour le gaz de voyager en Europe et d'être vendu de l'un coin de l'Europe à l'autre. Il y a aussi la sécurité d'approvisionnement. Il y a un règlement qui a été adopté récemment par le Conseil et le Parlement européen. Donc ça a été entériné aussi. Et votre question référait à ça. Donc, quelle sera la coopération, la solidarité entre les pays européens sous ce règlement? Bon, il ne faut pas oublier que tout d'abord, le meilleur garant pour une sécurité d'approvisionnement, c'est un marché qui fonctionne bien. Donc, on a mis en place les règles, on a mis en place les codes de réseau, et on est en train aussi de mettre en place des maillots qui manquent dans le réseau européen. Mais là, il y a déjà des voix qui disent, bon, est-ce que ça vaut encore la peine qu'on mette de l'argent dans ces connexions si de toute façon la demande en gaz est en diminution? Est-ce que ça vaut la peine d'investir de l'argent des citoyens européens? Parce que finalement, il y a aussi des subventions qui sont utilisées. Peut-être un petit rappel à l'échelle européenne de la place du gaz quand même. Quelle est-elle en valeur proportionnelle? Pouvez-vous nous rappeler la place du gaz dans les énergies? La place du gaz, donc dans le mix énergétique, on a à peu près un quart de l'énergie qui est à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. Oui, voilà. Donc, mais on a vu une baisse de la demande du gaz qui est due premièrement à la crise économique, mais aussi parce qu'on a utilisé beaucoup moins de gaz dans la production de l'électricité. Ça, c'est dû d'un côté parce que les renouvelables se sont bien développés, mais ça c'est voulu, donc c'est bien accepté, mais de l'autre côté aussi parce que les centrales à charbon étaient beaucoup plus rentables. Le prix du charbon était bas, le prix du CO2 était bas. De nos amis et voisins allemands, c'était leur choix. Voilà. Les Allemands, mes compatriotes, veulent encore soutenir le charbon. Bon, jusqu'à un certain moment, ça va se terminer aussi, mais il y a beaucoup d'emplois qui est lié au charbon en Allemagne, donc c'est un point politique assez important et les syndicats s'intéressent à ça aussi. Voilà la raison. Et les citoyens. Et les citoyens aussi, mais ça dépend de la région. Moi, je suis de la Ruhr. Donc, moi, j'ai grandi avec les mines
Et j'ai vu les gens rentrer de leur travail l'après-midi. Et c'est plus qu'un boulot, c'est une culture qui est liée à ça. Je suis du nord de la France quand j'étais petit. Voilà. Donc, ça paraît la préhistoire. Mais on veut revenir au marché gazier. Donc, en principe, le marché peut fonctionner très très bien. On voit déjà un grand progrès, un marché assez liquide dans le nord-ouest de l'Europe. On le voit encore moins en Europe centrale, en Europe de l'Est, mais là aussi on voit que ça avance. On voit que les pays comme la Bulgarie, la Roumanie s'ouvrent. Les connexions qui étaient longtemps en question parce que les uns ne voulaient pas s'ouvrir aux autres sont en train d'être réalisées. Parfois, il faut juste augmenter la pression, par exemple entre la Roumanie et la Bulgarie. Parfois, il faut construire un lien entre la Bulgarie et la Grèce. Mais c'est en marche, ça avance. Et donc, c'est une question de temps que ces marchés aussi s'ouvrent encore plus et auront plus de sécurité d'approvisionnement parce que le gaz peut voyager librement. Là, vous parlez de l'ouverture intra-européenne. C'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette coopération entre les pays devient de moins en moins importante aux mesures que vous avez plus de marchés. Et il y a aussi cette peur vis-à-vis une dépendance trop importante vis-à-vis le gaz russe. Et ça aussi, ça se concentre surtout sur l'Europe centrale et de l'Est. Et si on compare les marchés, je ne veux pas diminuer le problème, mais le marché dans ces pays-là est très très petit comparé au marché qu'on a dans le nord-ouest de l'Europe en gaz. Mais quand même, si un pays comme la Bulgarie reste sans gaz en plein hiver, c'est grave. Donc il faut trouver une solution. Quel est en ordre de grandeur? Vous avez évoqué les 25%, si j'ai bien compris, de gaz dans le pack énergétique global. Les Bulgares ont dit 10 milliards de mètres cubes. La question est la part du gaz russe dans ces 25%. Là-dedans, donc on a encore une production Europe, donc dans le grand gâteau du gaz, hein, dont je ne parle pas des imports, dont je parle de la demande entière en Europe. Donc on a encore 25% à peu près de production européenne, on a à peu près 25% d'import de la Norvège, et on a à peu près 30% d'import de la Russie. Et on a d'autres sources également, on a le GNL. D'accord. Donc ça, c'est les ordres de grandeur. C'est l'autre. Oui, voilà. Donc le marché du GNL est en train d'agrandir aussi. Donc, il y a 4 quarts. 4 quarts, production propre, Norvège, Russie, un peu plus Russie que Norvège, et un quatrième. Voilà, à peu près. Donc, si on regarde la mer Baltique, par exemple, la Lituanie a construit un terminal de GNL, la Pologne a fait la même chose. Ils reçoivent déjà des livraisons en GNL à partir des États-Unis, à partir de la Norvège. Ça marche. Bon, on peut demander, est-ce que ces terminaux sont économiques, hein? Donc ça coûte beaucoup d'argent. Mais de l'autre côté, psychologiquement déjà, c'est très très important que ces pays aient ces terminaux. Et on a vu que, par exemple, en cas de Lituanie, la Russie a dit, bon, si vous voulez acheter chez les Américains, allez-y. Hein. Donc, c'est pas que la Russie entre systématiquement dans une bataille sur les prix. Ça, c'est pas le cas. Hein. Mais de toute façon, on a vu une augmentation des importations à partir de la Russie. Parce que la demande a augmenté et les prix russes sont toujours très, très intéressants.
Donc, en ce qui concerne votre question de la solidarité entre les pays, bon, il est important de définir qu'est-ce que c'est la solidarité. Ah oui, l'Europe de l'énergie en général, d'ailleurs, existe-t-elle ? Est-ce que ça veut dire que si moi j'ai besoin de gaz, je peux juste demander à mon voisin de m'en envoyer? Bon, ça va pas si facilement que ça, c'est sûr. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur les conditions des livraisons. Et puis, si une société gazière doit livrer du gaz d'un coup dans un autre pays, bon, il faut satisfaire ses propres clients et il faut avoir une compensation. Donc si je dois couper mes propres clients pour aider un autre pays, bon, je dois être compensé. Je suis une société quand même. Bien sûr. Donc les conditions économiques doivent être réunies. Voilà. Mais j'aimerais encore aborder un petit point. Donc on reviendra sur les sujets dans le débat. On a ce marché du gaz qui, en principe, fonctionnait très très bien, qui ne pose pas trop de problèmes. Et on n'a pas eu d'interruption depuis longtemps. Il faut dire qu'en dépit des crises qu'on a eues entre la Russie et l'Ukraine, le gaz est toujours arrivé en Europe. Et donc, on a un marché stable sur lequel on peut compter. Quand même, il y a cette grande concurrence de la part de l'électricité, et on en a parlé déjà beaucoup aujourd'hui, et il y a cette attraction de l'électricité, de développer l'électricité pour repousser le gaz, parce qu'on cite toujours des raisons d'approvisionnement, bon, l'environnemental, évidemment aussi, les émissions de CO2, mais... Pourtant, c'est beaucoup moindre que le charbon. Oui, d'accord. Voilà, parce qu'on a encore beaucoup de charbon dans l'électricité. Mais quand même, c'est le marché électrique qui sait mieux se présenter au monde politique, qui sait montrer des alternatives. Et c'est ça ce que le marché européen en gaz doit arriver à faire également. Et on peut se reposer sur ce qu'on a déjà achevé, on a un bon marché et donc on a tout pour dire sur cette base-là, on peut être innovatif, on peut être imaginatif et on peut se présenter avec une nouvelle offre. Voilà. Ils ont tout développement durable. Si j'ai bien compris. Absolument. On a beaucoup parlé du gaz beaucoup. renouvelable, donc il y a certainement beaucoup d'options. Merci beaucoup, Beate Rabe. On peut vous applaudir fortement. Et nous reviendrons dans les dialogues avec les questions de la salle sur ces dimensions européennes des questions, et notamment sur l'une, parce que c'est privilégié quand même par les autorités politiques, cette Europe des 15 de la zone euro. Est-ce que ça a un sens pour l'énergie ou pas du tout d'imaginer une Europe plus concentrée en termes de décisions cohérentes entre l'Europe des 15 et l'Europe des 27 ? Bon, c'est une question qui se pose à tout le monde, mais qui se pose aussi en particulier aux acteurs de l'énergie. Peut-être désormais Philippe Darmaillan, président du groupe des fédérations industrielles. Merci de nous dire votre point de vue sur l'avenir proche européen en matière d'activité gaz, quand il s'agit sur le thème soit des investissements ou des régulations, des réglementations attendues, souhaitées ou critiquées. Non, mais il y a une attente très importante pour harmoniser les conditions dans lesquelles l'énergie est produite, vendue, régulée en Europe. Ça, c'est tout à fait clair. Mon message, il est plutôt de dire aux gaziers, vous avez un potentiel fantastique devant vous, parce que le problème que vous avez en gaz est extrêmement simple par rapport au problème qu'ont les électriciens. Électriciens dans lequel les moyens de production sont en train d'évoluer complètement vers les énergies nouvelles, donc avec des variations très importantes, dans lequel, en termes de compétitivité,
Le nucléaire a des travaux très importants à faire pour arriver à faire des centrales nucléaires qui, de nouveau, soient compétitives. Donc, on est dans un point dans lequel l'électricité a un problème extrêmement vaste d'harmonisation européenne à faire. Et le gaz doit le faire aussi, vous l'avez très bien dit. Mais on a l'impression, vu d'un utilisateur, que les problèmes sont plus simples et donc que vous avez un potentiel pour occuper la place très important. Dans toute cette harmonisation européenne, nous mettons l'accent sur la recherche de compétitivité. Nous sommes en face, l'industrie chimique, on est en face de l'industrie chimique américaine qui dispose du soutien des shale gas. Nous sommes interdits de shale gas. Donc, on a l'impression que d'une certaine façon, le gaz ou l'énergie qui représente sur certaines industries de l'ordre de 40% des coûts est un gisement qui pour le moment nous manque et pour le moment donc on a deux problèmes. Il y a un problème de compétitivité globale de l'Europe par rapport au monde et qui doit entraîner effectivement, comme ça a été dit, la mobilité de l'approvisionnement en gaz par LNG sur les ports, donc l'ouverture d'installations dans les ports de façon à ouvrir ce marché européen. Et puis bien sûr à l'intérieur du marché européen, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz, d'avoir des conditions qui soient harmonisées. En électricité, chez ArcelorMittal, on a, malgré les efforts qui ont été faits sur les électro-intensifs par le gouvernement, 20% de coûts par rapport de supplément de coûts en France par rapport à l'Allemagne. C'est tout à fait considérable. Et donc on s'étonnera après qu'on 20% de coûts supplémentaires. On s'étonnera après qu'on va pousser nos aciéries allemandes plutôt que les aciéries françaises. Mais donc c'est quand même très important. Dernier point que je voudrais dire dans cette introduction, c'est le sujet particulier de la France. On a l'impression que dans ce travail, la France prône, elle aussi, une harmonisation de l'énergie européenne et puis elle fait le contraire. On est quand même sur le CO2, malgré tous nos efforts de conviction de Ségolène Royal et de son successeur, on est sur une taxation, un projet de taxation du CO2 spécifique à la France. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est tout le contraire. On est en France les champions de la fiscalité sur les coûts de production, à commencer par l'environnement, mais pas seulement. Et donc, tant que ces conditions dans lesquelles l'énergie en France va être considérée comme un moyen d'alimenter le budget, ou de prendre des positions qui vont à l'encontre d'une compétitivité équitable au sein de l'Europe, eh ben, on va à l'envers. Et donc, l'harmonisation est fiscale également. On contribue au désordre. La France contribue au désordre. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Donc, pour résumer, mes deux points sont, on est bien sûr favorable à ce travail qui est fait au niveau de l'Europe. On est bien sûr inquiet que qui va en sortir soit bon. Et on prône que ce soit effectivement un objectif de compétitivité au plan mondial et qu'on se place comme un producteur pour revitaliser l'industrie européenne aux 20% comme le veut M. Juncker. Et puis, au sein de l'Europe, qu'effectivement, la France soit un bon élève et puis cherche à harmoniser plutôt qu'à diviser. Merci beaucoup pour ce première expression de point de vue, Philippe Darmaillan. On peut vous applaudir également, il n'y a aucune raison. Marcel Kramer, merci d'être présent ici à notre congrès national du gaz. Vous êtes président de Energy Delta Institute. De votre point de vue, je crois que vous voulez peut-être nous dire des choses en termes de progrès européen concernant les infrastructures, mais aussi peut-être aussi sur les enjeux de sécurité et puis d'innovation digitale, qui est quand même une dimension importante de vos réflexions, de vos actions. Donc merci de peut-être nous dire ce qui progresse en Europe et ce qui reste à faire évoluer. Merci beaucoup et merci surtout pour m'inviter. Là, j'ai un congrès excellent, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai appris au déjeuner qu'on utilise les déchets de Sancerre pour faire de biométhane et je ne vais même pas essayer d'exporter cette bonne idée aux Pays-Bas. Ah, okay. Bah oui. Bon, parce que notre récolte est trop petite. Mais bon, c'est autre chose.
Si vous m'excusez, je vais parler en anglais parce que je crois que ça sera un peu plus facile. Merci de toute façon. En tout cas, je crois que je me sens un peu comme le septième époux de Elizabeth Taylor. I don't know if you know the history, but the seventh husband of Elizabeth Taylor said at the wedding reception that he knew what was expected of him, but he wasn't quite sure he could make it interesting. I'm a little bit as the last speaker, almost at the end of the conference in the same position, but nevertheless, you know, on the way here, I was thinking again about the themes. What are the main themes that come to mind when you, particularly, you know, as I have been involved in this gas industry for some time, and live and work from the Netherlands, where there's a sort of microcosmos on natural gas. There's some things going on there that are quite unique, but you try to have a European and global orientation. And the first thing is really that whole issue of security of supply. If you as experts in this industry just think back 5, 7, 10 years, and that's not very long in this industry, given the lead time of investments and the changes that we are facing, you see very well that these days we have made, from many points of view, enormous progress in Europe, and some were referred to already. We have a much better infrastructure, although some of it is aging, and I'll come back to that. We have much more capacity to regasified, liquefied natural gas from outside Europe. I hope the Norwegians forgive me to say that. We have more storage capacity, so much that maybe some would argue we have a little bit much here and there, and that causes a problem for the economics, but that's another story. And we have, you know, a lot more competitiveness and accessibility in the commercial markets than we've ever had in the past. You could argue that, you know, the whole movement towards unbundling has created a certain inefficiency in the system, and there may be moments where we will regret that. But at this point in time, I think there are also many, many benefits that are visible from that unbundling, particularly initiatives that have been taken by many of the infrastructure companies as well. So, you know, when I read in the international press, not everywhere with the same tone across Europe or around the world, stories about security of supply, which is being seriously threatened by over-dependence on certain sources, etc. And, you know, Beate, you referred to it. I really have to say that I think those discussions are far more politically motivated than they are based on the realities of today's gas market. And as was said in one of the workshops here today, it is most concerning that some people in Europe, and also certainly outside Europe, let's say, take gas hostage in a geopolitical debate. This is my first point. I think this is particularly concerning because when we look at the future, even in scenarios where we have perhaps more renewable energies, which can be a success story, than most of us today expect, gas will still be extremely important, and Europe will have a growing gas import requirement. This is not the time and the environment in which we, who want to meet that import requirement with competitive, and there I very much agree with the previous speaker, with competitive gas supplies, this is not the time to alienate suppliers around the world, and certainly not the largest one to Europe from outside the EU, who has an excellent track record on reliability, who has fully adjusted to European rules of the game, and who is ensuring that they are fully open to that international competitiveness. We may be shooting ourselves in the foot here. Le plus gros, c'est donc la Norvège ou la Russie au jour d'aujourd'hui?
Well, I think, Norway has a different situation. Norway does not have the spare capacity that the Russian system has. It doesn't quite have the flexibility, but it is an important supplier and has been almost as reliable, if we talk in statistical terms, has been almost as reliable as the Russians. Norwegians have a tendency to go on strike around Easter or so when there's still snow in the mountains. But that being said, I think by and large, they also make a real effort to be reliable and do what they can. But they do not have that flexibility and the size of the system that the Russians have available, with all fairness to Norway. Security of supply, snapshot today, at the macro level, not an issue. Does that mean there are no concerns at all and shouldn't be any concerns? Yes, there are some points. The point is, will we be able to meet consistently peak demand for gas in Europe with the infrastructure that we have? Not in all places, and there are points of vulnerability, as Beate also said, although they are getting smaller and smaller in Northeast Europe and in Southeast Europe. Things are happening with LNG, with some pipeline connections, and I do not, frankly, think that we need 120 or so European priority projects to solve the problems that we have. And we don't need an awful lot of money to solve it either. So I think that's positive news. What's not positive is gas getting drawn into a geopolitical debate, which is not at all productive. The gas industry has to make sure that we are explaining what we can do, have a positive mindset, and think hard about security of supply and competitiveness for European industry. And it's being said in France, I can assure you it's being said in the Netherlands, and it's being said, obviously, also very much in Germany. So this competitiveness is important. That means as much supply, as many supply options, as flexible as possible infrastructure. This is what we need to ensure that European gas consumers can get what they need at a good price. Now, my last point really has to do with business models, with innovation, with the need for more and more maintenance. Are our regulatory systems, and today, but also in the future, capable of supporting an energy industry and a gas industry, which also very much has to innovate, seize opportunities? What happens on the digital side? I saw there was a workshop here, and unfortunately I missed it. I'm intrigued by the drones and all that. But really seriously, do we ensure together, the industry, the regulator, the policymakers, that this is an industry which can move in innovation at the same speed, or maybe even better, and at a larger scale than many other industries when it comes to utilizing innovation, big data, new technologies, and efficient and cost-effective maintenance. And these are things that we have to ensure, and I think that's the big next chapter for regulation, which on the security of supply side still has some work to do, and I applaud the regionalization in the approach for solving issues of local imbalance, because neighboring countries do have to work together to solve cross-border problems, obviously. But that next chapter has to do with a different world in which hopefully all of you are going to live. So that's where I want to end. Thank you. Merci d'évoquer aussi les enjeux de régulation en ce qui concerne l'incitation et non pas les contraintes qu'elles peuvent porter. Merci beaucoup. Les questions sont ouvertes à ceux ou celles qui le souhaitent parmi vous, chers congressistes. Je vois monsieur ici. Un micro va vous parvenir. J'évoquerai bien, le temps que le micro arrive à monsieur, évoquer la question des échelons politiques et des échelons de la société civile, dont on sait qu'ils peuvent différencier, à juste titre d'ailleurs, dans tous les pays et au sein de l'Union européenne. Et de la question de la zone géographique. Le président de la République française, dans un discours passé relativement
au second plan par rapport à la catastrophe naturelle Irma, a fait un discours important à Athènes la semaine dernière qui évoquait avec les convergences allemandes l'idée d'une refondation européenne fondée notamment sur le noyau dur de l'Europe, de la zone euro. On évoquera cette dimension-là appliquée aux enjeux énergétiques et particulièrement du gaz. Monsieur. Thierry Brosse. Je voudrais revenir sur la présentation de Jean-Marc. D'abord, le malade est-il malade? Peut-être à la réponse. Pour ce qui est des marchés de gros, des prix de gros, finalement, ce que Beate a dit, c'est tout à fait exact. Ça fonctionne et finalement, l'Europe est arrivée à générer de la concurrence par les 3 paquets énergétiques. Le malade est-il malade? Peut-être que ce que l'Europe regarde aujourd'hui, c'est finalement le prix au consommateur final. Donc effectivement, ce que monsieur souhaite ou ce que moi je souhaite, c'est-à-dire ma facture finale de gaz. Et je reviens sur Quo Vadis. Je ne sais pas ce que l'Europe va décider, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une opportunité immense pour l'industrie? Parce qu'effectivement, les prix du gaz sur les marchés, sur les places de gros ont baissé. Et que si on veut continuer à avoir du gaz qui rentre dans le mix énergétique, il faut que la facture finale de monsieur et la mienne reste faible. Donc il va falloir aussi faire des efforts sur l'infrastructure et simplifier. Alors je comprends qu'il y a tout le problème de la péréquation, etc. Mais est-ce que finalement cette opportunité de Quo Vadis, c'est pas quelque chose que l'industrie gazière devrait dire oui, on y va et en plus on espère permettre au consommateur final d'avoir un prix moins cher pour que la demande augmente, puisqu'il y a des infrastructures qui sont en coût fixe. Merci. Merci Thierry pour Monsieur cette question. Leroy. Je crois effectivement que je l'ai dit tout à l'heure, Quo Vadis, c'est une excellente nouvelle. Et c'est une nouvelle non seulement parce que ça focalise le débat sur le gaz, ça a été aussi souligné tout à l'heure, mais je crois que également avec Monsieur Darmaillan, les opérateurs, les Eurogaz, nos clients, nous avons un intérêt commun en matière de compétitivité du gaz naturel. Le jour où on vendra le gaz dans des flacons de Chanel numéro 5, il en passera beaucoup moins dans les tuyaux des transporteurs et dans le stockage. Donc on a tout intérêt, effectivement, à développer une utilisation efficace des infrastructures existantes. L'Europe a la chance, comme ça a été aussi souligné par Marcel, d'avoir des infrastructures existantes en nombre suffisant et qui permettent globalement de ne nécessiter que quelques développements à la marge que Beate a souligné dans certaines régions. Donc utilisons ça effectivement comme un atout, utilisons ça comme un atout sans rajouter trop de complexité de manière à ce que le système soit utilisable. Les clients ont besoin d'avoir de la visibilité sur les prix, les opérateurs ont besoin d'avoir une visibilité sur les revenus, et les investisseurs ont aussi besoin d'avoir une visibilité sur les revenus. Mais il y a quelque chose que l'on cherche à tout prix à éviter en tant qu'opérateur, c'est les coûts échoués. C'est de développer des infrastructures pour que quelques années après leur mise en service, on nous dise qu'elles ne servent plus à rien. Donc on est prêt aussi à travailler de façon efficace avec cette vision holistique. Où est l'optimum entre le gaz et l'électricité? Quelles sont les passerelles que l'on peut établir? Est-ce qu'il est plus utile de développer un tuyau de gaz, une ligne électrique, ou voire demain un tuyau d'hydrogène pour alimenter efficacement tel marché et diminuer la facture du consommateur final? Nous devons être très sensibles et tous sensibles, et j'observe avec beaucoup d'intérêt, et je crois que c'est déjà le cas bien sûr en France avec la CRE, et je m'en félicite, une vision des régulateurs qui devient de plus en plus industrielle et de plus en plus orientée sur cet aspect compétitivité de l'Europe, compétitivité de nos industries, compétitivité de nos solutions énergétiques. Ça passe aussi, bien sûr, par des solutions d'efficacité énergétique sur lesquelles on est tout à fait favorable et que l'on cherche aussi à promouvoir, et ça fait partie des innovations aussi, du spectre des innovations, avec l'utilisation du digital que citait Marcel. Donc, je crois vraiment qu'il y a à la fois une opportunité de ce dialogue, un champ ouvert. Je dis simplement que nous devons être plus clairs sur les objectifs, et je crains de temps en temps des solutions européennes qui s'appliquent de manière uniforme à tous. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être une approche un peu plus ciblée, un diagnostic un peu plus fin, permettrait de
d'avoir des victoires, des quick wins, des victoires rapides, là où c'est nécessaire, tout en consolidant et en continuant à progresser, à travers peut-être des fusions de zones, etc., comme c'est déjà le cas. En France, il n'y a pas si longtemps, il y avait 7 zones d'équilibrage. Et c'était quand même un peu compliqué de faire passer le gaz d'une zone à l'autre. On a beaucoup simplifié les choses. Continuons ce mouvement, nous y sommes tout à fait favorables, mais donnons de la visibilité, et gardons cette visibilité. Et je suis aussi attaché à ce qu'on avance vers des solutions d'harmonisation, avec toutes les difficultés que ça comporte, mais qu'on y avance de façon résolue, progressivement, sans heurter personne, mais à garder aussi un dialogue de proximité avec les stakeholders, avec les régulateurs. Donc je pense que le rôle demain des régulateurs nationaux est également un élément important pour construire des solutions efficaces à la maille des territoires qui sont les nôtres. Mais bien sûr, il faut développer leur harmonisation et travailler avec la CER aussi pour avoir une vision plus globale au niveau européen de la part des régulateurs. Un jeu d'équilibre entre finalement les logiques d'harmonisation et de particularisme, soit nationaux, soit d'acteurs ciblés géographiquement, si j'ai bien compris. Non, je ne défends pas les particularismes, loin de là. Ce que je dis, c'est qu'il faut que l'on avance en intégrant. C'est logique, il y a des pays qui sont producteurs, d'autres qui ne le sont pas. La logique particulière. Certains pays ont des stockages, d'autres n'en ont pas. Bon, c'est aussi quelque chose qui doit s'intégrer dans la vision. Des pays ont des terminaux, d'autres n'en ont pas. Bon, je pense que intégrer tous ces éléments-là et accepter qu'il y ait dans une voie d'harmonisation l'utilisation comme un atout aussi de nos différences au service du bien commun est un élément important. Un des enjeux pour moi dans l'utilisation efficace des outils, et ça ne te surprendra pas Thierry, c'est aussi le fait d'utiliser aujourd'hui nos instruments de stockage et de terminaling dont on voit que les business models ne marchent plus aujourd'hui. Et donc s'il n'y a pas une réflexion au niveau européen, et je sais que la France y réfléchit de façon tout à fait offensive, mais avec un grand débat ouvert avec l'ensemble des parties prenantes, ce qui me paraît la meilleure voie pour trouver un consensus. Mais on a besoin demain des stockages pour fournir la flexibilité sur les systèmes gaziers, mais aussi sur les systèmes électriques. On a besoin des terminaux qui vont être confrontés à des contrats de plus en plus court terme. Et donc il va falloir donner de la visibilité aussi aux terminaux. C'est aussi un des enjeux sur lesquels on a envie de travailler avec l'ensemble des parties prenantes, parce que je répète, c'est l'intérêt collectif. S'il n'y a plus de terminaux, les sources de provisionnement vont être un peu plus limitées, et s'il n'y a plus de stockage, il y a un peu de souci à se faire pour les hivers suivants. Donc c'est vraiment des enjeux essentiels. Merci, Monsieur Leroy. Une ou deux autres questions vous viendraient-elles ? J'avais, en attendant qu'elle vienne éventuellement, une question peut-être pour ma voisine Beate Rabe, concernant l'énergie en général, le gaz en son sein, et du différentiel franco-allemand. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur une éventuelle, parce qu'il y a beaucoup de points communs en termes de volonté et d'objectifs entre les dirigeants français et allemands, qui sont en voie d'être renouvelés par les élections et les urnes, je crois que c'est ce week-end prochain, en Allemagne. Les pronostics laissent entendre qu'après 10 ans de pouvoir d'Angela Merkel, les Allemands en redemandent, ce qui varie avec les variations saisonnières françaises. Mais par ailleurs, les objectifs européens semblent assez voisins dans beaucoup de domaines, mais c'est vrai que la question énergétique différencie les deux pays. Est-ce que vous voyez l'esquisse de rapprochement d'objectifs politiques et stratégiques entre les deux pays? Et si oui, en quelle mesure et dans quel calendrier? Bon, je crois que la relation entre la France et l'Allemagne est une relation très, très spéciale et beaucoup appréciée par les deux pays. D'autant plus qu'il n'y a plus les Anglais. Bon, ça c'est historiquement, hein, il y avait toujours ce triangle, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Et pendant longtemps, c'est l'Angleterre qui a prévenir la France et l'Allemagne de travailler ensemble. Mais je crois que ça a changé, heureusement ça a changé. Et je crois que l'amitié fondamentale est là et je l'apprécie beaucoup.
En ce qui concerne l'énergie, bon, il y a déjà une coopération spéciale au niveau des renouvelables entre la France et l'Allemagne. Et je crois que c'est un point commun très, très, très important. Bon, en ce qui concerne le nucléaire, c'est un peu différent parce que Madame Merkel veut sortir du nucléaire. Je comprends que la France veut diminuer le nucléaire également, mais les projets sont pas si décidés qu'en Allemagne. En ce qui concerne le marché gazier, le marché de l'électricité, bon, il y a déjà, disons, les relations commerciales ça marche. Donc là, je ne vois pas de grands problèmes. Et donc, mais je crois qu'avec le nouveau président de la France, de la République, comme vous le dites, et il faut voir quel gouvernement on aura en Allemagne après les élections, mais bon, il est sûr, plus ou moins. Bon, je le crois. Je crois que il est important que les citoyens votent, hein, qu'on voit pas la même chose qu'aux États-Unis où tout le monde croit que Hillary Clinton va gagner et puis on va pas voter. On voit la même chose en Allemagne, mais je crois pas. Donc on aura certainement. On oublie aussi qu'aux États-Unis, en nombre de voix, le président actuel avait moins de voix au total que sa concurrente qui a été battue pour d'autres raisons de type de scrutin. Voilà. Mais je crois qu'au total, quoi que soit le résultat des élections en Allemagne, il y aura une relation plus approfondie entre la France et l'Allemagne au futur. Et en ce qui concerne l'énergie, je crois qu'il y a aussi des liens de coopération sur beaucoup de niveaux. Il y en a déjà et il y en aura dans le futur. D'autant que dans le futur proche, l'Allemagne va accueillir au niveau mondial la COP 23 à Bonn, que le président de la République a annoncé qu'il y aurait un rendez-vous assez rapidement après la COP23 de novembre, le 12 décembre à Paris. Et sur la lutte contre le réchauffement climatique, les deux pays, malgré leurs différences de palette énergétique, peuvent se rejoindre. Tout à fait, tout à fait. Mais il est important. Malgré le charbon allemand, pour être plus clair. Oui, mais bon, je crois que ça, c'est un sujet à part dont l'Allemagne doit traiter. Et je crois qu'au niveau climatique, il y a aussi beaucoup de points de rencontre entre l'Allemagne et la France. Et je crois que les deux ensemble peuvent donner un peu d'impétus, impulsion dans la, disons, le dynamique européen et mondial également. Sur le renouvelable qui est le point de convergence fort. Mais dans ce contexte, j'aimerais aussi souligner l'importance de mettre en relief l'importance du gaz et du gaz renouvelable, parce que il est on le voit bien à Bruxelles quand on veut parler de l'électricité renouvelable, il n'y a pas de problème, tout le monde le connaît, tout le monde veut en parler. Si on veut parler du gaz renouvelable, c'est beaucoup plus difficile. Les gens soit ne savent pas ce que c'est, ou deuxièmement, on croit que c'est juste un truc que les gaziers utilisent pour se présenter pour mieux. Faire du greenwashing. Voilà, donc on a encore un grand travail à faire pour bien établir que le gaz naturel est d'une manière augmentant. Le gaz renouvelable peut vraiment faire une contribution à la protection du climat. Merci beaucoup, c'est très important de l'avoir rappelé, précisé, souligné. Y a-t-il d'autres points au sein de notre table ronde à préciser avant de passer la parole au prochain, au prochain numéro, non, au prochain épisode de notre deuxième partie de journée. Si ce n'est pas le cas, on peut vous applaudir toutes et tous de votre disponibilité.